Le 13h, Julie Morel. Merci de nous rejoindre pour vous informer. À la une de l'actualité, le bilan de la boum, 132 arrestations, une trentaine de blessés. La plaine du Bois de la Cambre n'a retrouvé son calme que sur le coup de 21h après une longue intervention de la police. Gros plan aussi dans ce journal sur ce qui est devenu un champ de ralliement pour les manifestants anti-restriction. Ça s'appelle Danser encore. Nous avons rencontré l'auteur français. Il était hier à Bruxelles. Le plaisir retrouvé de la course à pied, premier jogging en Wallonie depuis un an. 2000 personnes participent ce dimanche aux 15 km de Liège. Mission réussie pour SpaceX. La capsule Crew Dragon a ramené ce matin, et c'est une première, 4 astronautes sur Terre. Et puis les Britanniques s'inquiètent de l'érosion de leurs falaises qui s'effritent à un rythme accéléré. Le changement climatique en est le premier responsable. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'atmosphère calme et paisible au Bois de la Cambre ce dimanche matin tranche singulièrement avec le chaos qui régnait sur cette même plaine hier soir. La police n'a pu mettre fin à son intervention que vers 21h. Au total, 132 personnes ont été arrêtées en marge de cet événement. On signalera aussi qu'une trentaine de personnes ont été blessées, policiers et participants à la boum. Eric Bever, Christophe Zenko et Jean-Christophe Willems. Entre ces images de fête et ces autres images de fête dans le Bois de la Cambre, 5 heures se sont écoulées. 5 heures pendant lesquelles il s'est passé pas mal de choses. Après un déploiement policier, vers 17h30, une bagarre a éclaté entre casseurs et participants pacifistes. Cela a provoqué l'intervention de centaines de policiers qui, pendant des heures, ont ratissé les lieux de rassemblement. Peu après 20h, la plaine avait retrouvé son calme, mais des échauffourées continuaient dans les bois aux alentours, voire dans les rues avoisinantes. Le porte-parole de la BIM, qui refuse d'être filmé, livre son analyse. Les casseurs qu'on avait mis de côté sont revenus dès que la police a commencé à charger et qu'il n'y avait plus aucun contrôle, qu'on ne savait plus communiquer, ça partait dans tous les sens, on ne sait pas être partout. Mais quand tout était concentré au même endroit et qu'on avait plus ou moins le contrôle sur le rendez-vous qu'on avait proposé, à ce moment-là, tout se passait bien. Entre le noyau dur et la police, le jeu du chat et de la souris s'est poursuivi jusqu'à 21h, débouchant sur un nombre élevé d'arrestations. Au total, il y a quand même eu 132 arrestations, donc 127 administratives et 5 judiciaires. Ça, c'était surtout pour des gens qui étaient en possession d'objets prohibés. Il y a quelqu'un qui vendait de la drogue, il y a quelqu'un qui a menacé les policiers avec un marteau, donc PV a été établi à charge de ces personnes. Secouristes bénévoles et Croix-Rouge ont également eu fort à faire. Côté blessé, il y a la Croix-Rouge qui a soigné 15 personnes. Il y a 12 personnes qui ont été conduites à l'hôpital, dont 4 policiers. Et ces policiers ont pu quitter l'hôpital entre-temps. Et quand le calme est revenu, les policiers ont alors troqué le casque pour le bonnet. On en avait marre des casseurs, mais c'est dommage pour eux. Mais nous, on est restés jusqu'au bout et on ne voulait pas faire de mal aux policiers. Et ils ont compris et c'est pour ça qu'ils ont enlevé leur casque. Quelques heureux ont alors enfin réussi à faire la fête, la Boum 2, version miniature. Et durant les manifestations anti-restriction hier, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs en Europe, on a entendu la même chanson, un hymne à la liberté intitulé « Danser encore ». L'auteur de ce chant contestataire était à Bruxelles hier. Notre équipe est partie à sa rencontre. Guillaume Gilbert, Édouard Laloy et David Brichard. Hier, que ce soit à la place Flagey à Bruxelles ou encore à la gare centrale, la foule chantait en chœur ce qui est devenu un hymne à la liberté lors de manifestations anti-restriction, et pas qu'en Belgique jugée plus tôt. Ici, nous sommes dans les jardins du Luxembourg à Paris. Changement de décor, voici Barcelone. Beaucoup plus loin encore, les plages de l'île de la Réunion. Ce titre, il s'appelle Danser encore. Il a été composé par le groupe HK et les Saltimbanques, originaires de Roubaix, dans le nord de la France. Ce morceau, il est né au moment du second confinement en France, quand on nous a dit que nous, artistes, on était des non-essentiels. Et nous, bon, on l'a ressenti comme une insulte et à la fois aussi comme un choix de société qui était posé sur la table et avec lequel on était en grand désaccord. Tout part de cette vidéo postée sur les réseaux sociaux. Très vite, la chanson va devenir virale
4 mois après sa sortie, elle comptabilise plus de 3 millions de vues. C'était une répétition, presque une répétition en plein air, filmée avec un téléphone portable. Et d'un coup, ça s'est emballé parce qu'il y a le nombre de vues, mais il y a aussi le nombre de partages et le nombre de créations. C'est-à-dire les gens se sont réappropriés cette chanson. Elle ne nous appartient plus, elle leur appartient à eux. Sur le net, des centaines de reprises circulent. Elles viennent des 4 coins d'Europe et même au-delà. Ce titre, Danser encore, a aussi été traduit en italien, en espagnol ou encore en allemand. Mais qu'importe la langue, c'est toujours la même revendication. On ne peut pas être d'accord avec le fait de dire on peut être dans les transports en commun chaque jour par centaines de milliers, faire les soldes un samedi après-midi avec les centres commerciaux bondés, blindés. Mais on ne peut pas trouver des espaces culturels, des espaces de bien-être et d'épanouissement collectif. Ce n'est pas dangereux de danser encore, ce n'est pas un problème de danser encore. Cet hymne, devenu le message d'un véritable mouvement de protestation artistique, s'adresse clairement aux autorités politiques de chaque pays. Tous ceux qui le chantent espèrent qu'il sera entendu. Faisons à présent le point sur les chiffres de l'épidémie en Belgique. Et cette bonne nouvelle, ils sont tous en baisse. Regardez, 3121 cas confirmés par jour en moyenne, c'est une baisse de 14%. 193 admissions par jour en moyenne, c'est une baisse de 18%. Près de 2600 lits occupés par des patients Covid, c'est une baisse de 9%. Et parmi ceux-ci, 824 personnes en soins intensifs, c'est là une baisse de 7%. Et puis, il y a aussi les chiffres en hausse et il s'agit heureusement de ceux de la vaccination. La Belgique a dépassé les 3 millions de personnes vaccinées avec une dose. C'est quasi un tiers de la population âgée de plus de 18 ans. 818 000 Belges sont totalement vaccinés. On s'approche du million de premières doses en Wallonie et des 250 000 à Bruxelles. Une vaccination qui va encore pouvoir s'accélérer dans les jours à venir, car cette semaine, la Belgique a reçu 865 000 doses. Le vaccinologue Pierre Van Damme, interrogé par nos confrères de la VRT, se montre d'ailleurs assez rassurant par rapport à ces chiffres. Je vous propose de l'écouter. Naar het einde van het jaar zal het waarschijnlijk allemaal terug normaal zijn, zoals wij het altijd normaal gekend hebben, met knuffelen, weinig afstand onder elkaar en waarschijnlijk geen mondmasker meer. Maar rond de periode van de grote vakantie zal het gros van de volwassenen het aanbod hebben gekregen van de vaccinatie. Eerste dosis, waarschijnlijk wat afgerond tegen het einde van de grote vakantie. Dat is al heel belangrijk voor die individuele bescherming. En dan zien we ook, en Amerika heeft daar een aantal richtlijnen rondgegeven, ook het Europees Centrum voor Ziektebestrijding, om te zeggen van kijk, de gevaccineerden kunnen met gevaccineerden wel een aantal zaken doen ondertussen. Omdat je dan weet van hier circuleert weinig virus. Voilà donc pour les propos de Pierre Van Damme. Les amateurs de jogging attendaient ça depuis longtemps. Courir en groupe. Après plusieurs semaines d'incertitude, les 15 km de Liège ont bel et bien été organisés. Aujourd'hui, c'est le premier événement de ce type depuis un an en Wallonie, avec quelques adaptations évidemment pour éviter que les pelotons ne soient trop compacts. Jérôme Deneville, Paromita Huidar et Estelle Falzone. 3, 2, 1 et c'est parti. Bonne course. Top départ d'une course pas comme les autres. Les coureurs partent en petits groupes, il n'y a pas de spectateurs, pas de ravitaillement, mais rien ne peut gâcher l'adrénaline d'un bon jogging. Ça fait quoi de retirer son masque et de pouvoir courir? Mais ça fait plaisir évidemment. Je me réjouissais. C'est chouette l'ambiance, la musique, de se sentir un peu entouré, c'est vraiment génial. Franchement, c'est un premier pas vers le nouveau monde, on va dire. Jogging organisé, ça fait super longtemps. On a déjà fait celui-ci il y a 2 ans. Du coup, on se réjouissait de pouvoir le refaire. 3 courses, 3 départs différents, 3 arrivées différentes, des règles sanitaires strictes à respecter. Près de 2000 personnes vont s'enchaîner et ce jusqu'à 17h. Il y a plusieurs zones de départ pour permettre de pouvoir travailler facilement avec cette norme de 10 personnes qui démarrent toutes les 10 minutes. Et donc c'est pour ça que vous voyez différentes zones. L'objectif, prouver qu'il est possible d'organiser un événement sûr en temps de Covid. Côté jogger, c'est une réussite à l'arrivée. Aurore et ses copines ne diront pas le contraire. Je suis contente d'avoir fait en 38 minutes parce que mes copines m'ont bien tiré et ça s'est bien passé, on a bien géré notre course. Donc c'était vraiment un beau moment. Franchement, en plus il a fait beau, il a même pas plu. C'est cool parce que on a couru, on a croisé des gens,
Ici, on se retrouve un peu au parc et ça donne cette vision que la vie recommence un peu. Encore plus important pour l'organisateur, c'est qu'ils se sont sentis rassurés. Donc que ce soit sur le parcours, parce que c'est signalé, et aussi à l'arrivée, et les mesures sanitaires sont respectées et n'ont pas été mis en danger. C'est un carton plein pour cette édition un peu particulière. Peut-être que ce jogging servira d'exemple pour les suivants. C'est l'espoir des organisateurs. 4 astronautes sont revenus sur Terre ce matin en provenance de la Station spatiale internationale. C'est le vaisseau Crew Dragon de la société SpaceX qui les a ramenés. La première mission opérationnelle de SpaceX, la société d'Elon Musk, est donc une réussite. Louisa Gardawi, Pascal Bustamante. Pour les 4 astronautes, 3 Américains et un Japonais, c'est le signal du départ. Resilience hatch is closed. Copy, hatch closed. Retardée à plusieurs reprises à cause des conditions météorologiques sur Terre, la mission va enfin démarrer. Un début de mission délicat, il s'agit de se désarimer de la station sans faire de dégâts. Et c'est le retour depuis les 408 km d'altitude d'ISS qui commence sous les yeux de toute l'équipe de contrôle de la NASA. Le vaisseau est en pleine accélération. Une fois l'entrée dans l'atmosphère réussie, le moment le plus délicat, les 4 parachutes sont déployés pour la trajectoire finale dans le golfe du Mexique. Sur mer, les équipes de récupération sont prêtes. La capsule est bientôt hissée à bord d'un radeau sur lequel les astronautes sont précautionneusement libérés. La mission est un plein succès. C'est génial. Nous avons déjà des images de l'équipe et vous pouvez voir Mike, Shannon, Victor et Soichi. Ils sont comme le jour où ils ont décollé, ils vont bien. C'est notre première mission complète de rotation d'équipe et de notre côté, la NASA et du côté SpaceX, on a tous beaucoup appris. Du côté de la NASA, nous allons utiliser cette connaissance pour nos futures missions. Les 4 astronautes, 3 hommes et une femme, signent ainsi une étape importante de la collaboration opérationnelle entre la NASA et SpaceX, une collaboration qui semble donner satisfaction aux parties. Cela fait plusieurs jours que des falaises s'écroulent au Pays de Galles et c'est loin d'être une première. Les éboulements se multiplient sur les côtes britanniques. L'érosion de ces falaises serait principalement due au changement climatique. Les habitants de ces zones côtières sont évidemment inquiets. Capucine Filleul, Clara Wertz. Une série de maisons longeant la côte à Neffin dans l'ouest de l'Angleterre. Une rue à l'apparence tranquille, pourtant le sol se dérobe littéralement sous les pieds des habitants. Une partie de leur jardin a été emportée par la mer. Le propriétaire de cette maison a reçu l'ordre d'évacuer temporairement. Ça a été un sacré choc quand j'ai appris l'éboulement. Et c'était encore pire lorsque je suis venu sur la place. J'ai vu tout ce qui était tombé dans la mer. Le voisin, c'est encore pire pour lui. Alors je suis quand même vraiment chanceux. 40 mètres de terre sont tombés dans la mer. Les fortes pluies et les chaleurs plus intenses accentuent le phénomène naturel de l'érosion. De l'autre côté du pays, la situation est la même. À Heisburg, les habitants sont impuissants face aux éboulements. À chaque marée haute, c'est le même scénario. L'eau emporte un peu plus la falaise. Avant, ça se rejoignait là-haut. Ça s'est produit quand ? Autour de Noël, je dirais. Près de 20 000 km de côte sont menacés par ces éboulements dans toute l'Angleterre. Un problème d'une telle ampleur que le gouvernement affirme ne pas pouvoir protéger tout le monde. Il a débloqué des aides financières pour les villages les plus touristiques ou les plus peuplés. Mais le petit village d'Heisburg ne rentre pas dans les critères. Ses habitants ont créé une association pour demander plus de moyens. L'État n'en fait pas assez. Alors c'est de pire en pire. Cette photo a été prise en 2004. Aujourd'hui, nous sommes ici. À l'époque, dans cette direction, vous ne pouviez pas voir la mer. Il y avait des maisons partout. Un combat perdu d'avance pour ses habitants. 100 000 résidences pourraient être détruites sur les côtes britanniques dans les 60 prochaines années.
Dans les suites de ce journal, notre chronique Un œil en Flandre avec notamment ce jeu adressé aux jeunes pour les rendre moralement plus résistants. Rencontre avec un tambouri qui s'est lancé un défi, parcourir les 15 marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et puis mauvaise entrée en matière pour le Standard dans les Playoffs 2. 6-2, les Liégeois ont reçu une gifle face à Ostende hier soir. Mais d'abord donc, c'est l'heure de notre chronique du dimanche, Un œil en Flandre. Bonjour Joyce. Bonjour. On va commencer avec cette polémique à Anvers à propos d'une nouvelle construction dans le cœur historique d'Anvers. Oui, alors celles et ceux qui ont déjà visité la jolie ville d'Anvers connaissent très certainement le Steen. C'est ce vieux château fort qui est situé juste au bord de l'Escaut. Il s'agit en fait du plus vieux bâtiment d'Anvers puisqu'il date de la fin du XIIe, début du XIIIe siècle. Et l'édifice fait l'objet de travaux, d'une profonde rénovation depuis maintenant quelques mois. Et dans le cadre de ces travaux, un nouveau centre d'accueil pour les visiteurs et les touristes a été construit. Le bâtiment est en fait directement annexé au Steen. Il est aujourd'hui quasiment achevé, sauf que voilà, son allure est loin de plaire à tout le monde. Sur les réseaux sociaux, un déferlement de critiques a débarqué pour dénoncer la laideur du bâtiment. Une pétition circule aussi d'ailleurs pour en demander carrément la destruction. Alors à quoi ressemble ce bâtiment si controversé à Anvers? La réponse en images dans ce reportage de la VRT. Het Steen is het oudst bewaarde gebouw in Antwerpen. In 2018 begon de stad met de bouw van een toeristisch informatiepunt en een nieuwe cruiseterminal. Maar niet iedereen is even enthousiast. Ja, het past niet bij wat er al staat. Het is iets te modern. En ik vind de kleur een beetje grauw. Dat is wel jammer, aangezien we Antwerpen toch wel een mooie stad vinden met mooie oude cultuurgebouwen. En dan plaatsen er zoiets lelijk naast. Het is natuurlijk het afwachten naar het eindresultaat van het gebouw. Want antiek met modern is wel een moeilijke keuze natuurlijk. De burgemeester en schepen willen niet reageren. Ze laten de reactie over aan de Antwerpse bouwmeester. Die blijft rustig onder alle kritiek. We willen niet dat bestaande monument overstraald wordt door een spectaculair, modernistisch gebouw, hoe je het ook formeel gaat voorstellen. En wat dat betreft denk ik dat de architect en de architecten de goede toon gevonden hebben, de goede attitude gevonden hebben om vooral het oude Steen te laten schitteren. Al had het misschien beter geweest om de bevolking meer bij het proces te betrekken. Het had misschien wel fijn geweest dat de bevolking van Antwerpen-stad zelf daar meer iets over te zeggen had. En gewoon de kleur, als je kijkt naar wat er nu nieuw wordt gebouwd, is dit wel echt heel grauw en grijs. Pas bij de dag. Il faut savoir que cette polémique, justement, vient s'ajouter à un autre projet controversé, cette fois à Gand. Il fait débat depuis maintenant plusieurs mois. Il concerne la construction d'un nouveau pavillon au pied du Gravensteen, le château des comtes, qui date également d'ailleurs du Moyen-Âge. Et dans ce nouveau pavillon, on retrouvera notamment un magasin ou encore un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite. Mais là encore, le style architectural a suscité un tollé. Et l'indignation des habitants et d'ailleurs la pétition qui a aussi été lancée semble finalement avoir porté leurs fruits puisque le ministre flamand du patrimoine a décidé d'impliquer les Gantois dans l'élaboration du projet. Anvers, ce sera toutefois un peu plus compliqué puisque, comme on l'a vu, cette annexe est quasiment achevée. C'est quasi terminé. Petit coup de cœur à présent, Joyce. Il s'agit d'une nouvelle application développée pour aider les jeunes à mieux lutter contre les pensées dépressives, voire suicidaires. Oui, il faut savoir qu'en Flandre, le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15-19 ans. Aujourd'hui encore, les chiffres restent hélas très élevés. Et pour y remédier, le centre de prévention, le centre flamand de prévention du suicide a fait développer un jeu vidéo. Ce jeu s'appelle Silver. Il a pour but d'aider les jeunes à mieux cerner leurs pensées et leurs sentiments et à mieux faire face à certaines de leurs émotions. Cette semaine, plusieurs écoles ont pu tester la nouvelle application qui semble plutôt bien fonctionner, comme on peut le voir dans ce reportage. Spelletjes op school. In de kunsthumaniora in Gent mag het. Want ze zijn een van de 10 scholen die Silver mochten uittesten. Een spel dat jongeren weerbaarder moet maken. Ze zijn daarin een personage op een festival. Je kunt dan naar jezelf kiezen, naar op wie dat je het meest gelijkt. En dan kom je eigenlijk in het spel en direct word je geconfronteerd met verschillende scenario's. En je moet eigenlijk uit verschillende emoties een soort reactie kiezen. Silver werd mee ontworpen door het Vlaams expertisecentrum Suïcidepreventie. Want zelfmoord is bij jongeren de belangrijkste doodsoorzaak.
Daarnaast zien we toch ook wel, als we bevragingen doen naar heb je al aan zelfmoord gedacht, dat gemiddeld ongeveer bijvoorbeeld 20% van de jonge meisjes daar al heeft aan gedacht. Ruim 1000 testjongeren werden ondervraagd voor en na het spel. En er was een verschil. Beter begrijpen wat ze voelen, beter ook herkennen en kunnen benoemen van wat voel ik nu allemaal. En ook op vlak van het denken, zo van hoe gaan we denken over moeilijke situaties, over problemen, dat ook daar in die groep van jongeren die het spel hadden gespeeld een verbetering was op te merken. Alors on notera juste que le jeu Silver est normalement voué à être joué dans le cadre d'une école, dans un cadre scolaire, mais que l'application reste disponible gratuitement pour tous. On va terminer, Joyce, avec la personnalité de la semaine qui a attiré les regards grâce à ses exploits sportifs. Oui, il s'agit de Peter Hess. Alors c'est un nom qui vous dit sans doute, probablement, en tout cas pas grand-chose. Mais l'homme a quand même été vice-champion du monde de BMX. Et Peter Hess est parti hier pour faire un tour du monde en vélo. Son objectif est de récolter de l'argent pour 2 associations dédiées au bien-être mental et physique. Pour marquer le coup, Peter Hess a voulu... il a dévalé justement les 506 marches de l'Atomium sur son vélo, sur son BMX. Un exploit que je vous propose de découvrir en images. De trappen zijn misschien al 50 keer geverfd, denk ik, op die tijd. En het is super glad. Dus je moet eigenlijk schuiven, en gecontroleerd schuiven. Dat maakt het eigenlijk moeilijk. En weg is hij. Van op een hoogte van 92 meter maar liefst 506 treden van het Atomium naar beneden. Peter Gijs is een voormalig vice-wereldkampioen BMX en die durven al iets meer. Ik heb die uitdaging nodig en dit leek me gewoon spannend en ook symbolisch. Het Atomium is een prachtige locatie, onze nationale trots eigenlijk ook. En fantastisch gewoon ook. Maar vandaag draait het vooral om een nog grotere stunt. En daar begint hij zaterdag aan. De wereld rond met de fiets en dat voor het goede doel. De bedoeling is 26.000 kilometer fietsen. Door verschillende landen en hindernissen. Het avontuur zal uitwijzen wat het brengt. Ik kijk er naar uit om eraan te beginnen. In 6 etappes rond de wereld wil hij geld en aandacht verzamelen voor 2 goede doelen. Eenmaal beneden wordt één van die 2 organisaties meteen duidelijk. Brent is verlamd vanaf de navel en kan dankzij To Walk Again toch een beetje stappen. Ja, dat is een robotpak. Daarmee kan ik stappen eigenlijk en ik hier rechts staan ook. Dus tof niet altijd in de rolstoel te moeten zitten. Het is zeker tof dat we dat kunnen doen. Maar Peter wil ook geld inzamelen voor de geestelijke gezondheidszorg, door ook organisatie Te Gek te helpen. De actie steunen en volgen kan via de website towalkagain.be. Il y en a qui avaient réalisé l'exploit dans l'autre sens, en montant les marches de l'Atomium avec un vélo. Je ne sais pas ce que je préférerais essayer. De temps, je pense. Merci en tout cas, Joyce, pour toutes ces infos venues du Nord. Les amateurs de folklore rongent leurs freins. Pas de carnaval, pas de marche de l'Entre-Sambre-et-Meuse pour la 2e année consécutive. Ça fait long. Trop long pour le tambouriste Kevin Landrin, qui s'est lancé un défi. Il a entrepris de réaliser les 15 marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, de Gerpine à Thuin, en passant par Florennes ou Fosse-la-Ville. 250 km au total. Notre équipe l'a rencontré ce matin. Philippe Mailleux, Denis Silva Poveda et Alexis Gonzalez. Avec son costume de marcheur et son tambour, Kevin Landrin ne passe pas inaperçu. En marche depuis très tôt ce matin, il passe par des villes de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Son objectif, réaliser une boucle de 253 km et terminer dans 10 jours. C'est un tour qui n'a jamais été effectué par personne. Ce n'est pas enregistré dans quoi que ce soit. De toute façon, je fais pas ça pour passer au Guinness Book, on est bien d'accord. Kevin fait le tour de l'Entre-Sambre-et-Meuse avec une intention, montrer que le folklore est toujours bien vivant, même s'il est mis à l'arrêt depuis 1 an. Il faut qu'on l'entende au loin, de quoi ravir les amateurs qui le voient passer devant chez eux. Marcher 250 bornes sans difficulté, tout le monde peut le faire, quoi, à la limite. Mais marcher avec le tambour... Le tambour, ça représente un battement de cœur pour un enfant. Donc si on arrête le tambour, voilà, à la limite, je passe en marchant, ça n'a aucun attrait. Sur sa route, le tambour majeur est accompagné de 2 signaleurs pour éviter les accidents. Et pour se reposer, il peut compter sur des amis qui conduisent son camping-car. Ah, vous voilà enfin! Et le rejoignent à certaines étapes. Merci beaucoup.
Je vais d'un point à un autre point. J'essaie d'être au mieux possible et être à l'avance afin d'ouvrir le mobil-home pour qu'il puisse se ravitailler. Ravitailler le camelback et puis reprendre un petit peu de magnésium, de vitamines. C'est normal, hein. C'est une étape sportive. Hein. C'est comme un marathon. Je veux dire, bon, je suis pas marathonien. Mais... Combien de kilomètres par jour 25, 26, il y en a 27. Kevin marche également pour soutenir une association de lutte contre le cancer et les maladies orphelines. Il lui reste 8 jours pour récolter un maximum de fonds et terminer la boucle. Pour l'encourager, rendez-vous sur la page Facebook nommée Défi Tour Sambre-et-Meuse. Napoléon est mort il y a 200 ans, mais il continue, vous le constatez sans doute, de faire la une. Expo, livres, documentaires, un film est aussi en préparation, un film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix, Dans la peau de Napoléon. Il faut dire que la vie de Napoléon est un roman. Le petit Corse devenu empereur fascine, et pas qu'en France. Vous aussi, Franck Istas, vous vous êtes passionné pour ce personnage historique. Vous venez d'ailleurs de réaliser une série radiophonique sur la fin de vie de Napoléon, une fin de vie qu'on ne comprend que si on remonte au début de l'histoire. Et on va regarder ce petit extrait avant d'en parler plus longuement. La mort, il la connaît bien. Il joue avec elle depuis des années. Il l'a côtoyée. Plus que cela même, il l'a défiée. Il était convaincu que sa vie ne s'arrêterait pas avant que son destin soit accompli. Et il le dit à plusieurs reprises. Le boulet qui me fauchera n'a pas encore été fondu. Canon, pugilat, attentat, couteau, poison, fusil. À 6 reprises au moins, la mort passe si près sans l'atteindre qu'elle renforce sa conviction qu'il est un être à part. Et si c'était là une clé pour comprendre la psychologie d'un homme qui reste un mystère? Défier la mort pour construire un personnage de légende. Franck, vous êtes journaliste responsable éditorial de La Première et auteur, je le disais, d'un podcast en 5 épisodes sur Napoléon. Ces expériences où il frôle la mort vont durablement formater sa personnalité et influencer son parcours. Totalement, parce que donc on le voit dans l'extrait, Napoléon il va frôler la mort à de nombreuses reprises sur les champs de bataille, il va échapper à des attentats, etc., etc. Mais il va être convaincu que donc il a une destinée à accomplir, qu'il doit fonder quelque chose. Alors on peut quand même se rendre compte qu'il y est parvenu. Il n'a pas peur de la mort, hein, même il se sent invincible. Voilà, mais il sait l'affronter. Dans les dernières années de sa vie, quand il est à Sainte-Hélène, en tant que prisonnier des Anglais, à un moment donné, il est gravement malade, il a une sorte de cancer de l'estomac. Il sait qu'il va devoir affronter la mort dans une longue agonie et il va le faire avec courage, sans se plaindre, en réécrivant son testament jour après jour, à la main, justement, malgré qu'il soit très souffrant, pour une fois de plus laisser une dernière trace dans l'histoire. Napoléon adulé par les uns, honni par les autres, mais Napoléon qui, quoi qu'il en soit, fascine. Pourquoi, selon vous? Moi, je crois qu'il y a 2 choses qui fascinent. C'est son ascension extraordinaire, qui n'existe pas avant lui, et je pense qu'il n'aurait pas pu exister avant la Révolution française, parce que c'est un pur produit de la Révolution française. Vous l'avez dit, c'est un petit Corse désargenté. Il va devenir général révolutionnaire, puis premier consul, puis consul à vie, puis empereur. Il va fonder un empire incroyable. Mais la deuxième chose qui, je pense, est fascinante, c'est que cet homme qui a tout eu, qui a été le maître de l'Europe, si pas du monde, a tout perdu. Et à cause de lui, en grande partie, parce qu'à un moment donné, il va détruire, on va dire, son empire, parce qu'il n'écoute plus personne, etc., etc. Donc cette ascension fulgurante et cette chute phénoménale, abyssale, je pense, reste encore aujourd'hui fascinante. Il y a cette destinée qui fascine, et puis il y a aussi l'héritage de Napoléon. C'est peut-être pour ça aussi qu'on en parle encore autant, parce que l'héritage, il est énorme. Il est énorme, hein, ça c'est certain. Le numéro des rues, le code civil de Napoléon, il disait toujours que c'était son plus bel accomplissement, etc. Ses campagnes militaires, ses batailles, elles sont encore enseignées dans certaines écoles militaires aujourd'hui. Mais moi, j'aime beaucoup, on n'en parle pas assez, je trouve, l'héritage culturel. Au XIXe siècle, les romantiques vont se saisir de la figure de Napoléon. C'est grâce à ça qu'on aura Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les Misérables de Victor Hugo. Même Chateaubriand, qui portait pas Napoléon dans son cœur, a écrit des choses fantastiques sur ce personnage. Napoléon, qui, 200 ans après sa mort, continue aussi de susciter la polémique, notamment en ce qui concerne ses positions sur l'esclavage ou encore la place de la femme dans la société. Ça fait beaucoup parler aujourd'hui. Alors, il a toujours suscité la polémique de son vivant et juste après sa mort. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est compliqué de juger des événements, de
200 ans avec les sensibilités de l'époque moderne de 2021. Pour parler de l'esclavage qui ressort énormément ces temps-ci, notamment dans la presse française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est 1789. Tous les hommes naissent libres et demeurent égaux en droit. Et pourtant, les révolutionnaires français ne vont abolir l'esclavage qu'en 1794. Pourquoi ? Parce que pendant 5 ans, ils vont préférer faire vivre les plantations des colonies pour des fins économiques, et ils vont abolir cet esclavage uniquement pour pouvoir envoyer les anciens esclaves faire la guerre contre les Anglais. En 1802, Napoléon est arrivé au pouvoir, il va rétablir l'esclavage parce que là c'est la paix d'Amiens, et donc il se dit refaisons vivre cette logique économique. Une erreur terrible, une erreur impardonnable qu'il regrettera d'ailleurs à Sainte-Hélène, il dira que c'est la pire chose qu'il ait jamais faite. N'empêche, c'est fait, c'est inexcusable, mais il faut le remettre dans son contexte. Merci en tout cas Franck pour ces explications, et je précise donc que votre podcast est disponible notamment sur Ovio. Il est intitulé Napoléon, le crépuscule de l'aigle, et puis l'extrait du documentaire que nous avons vu il y a quelques minutes, ce documentaire est aussi à découvrir sur Ovio. Il s'agit de Napoléon, la destinée et la mort. Merci Franck. Et on va terminer avec du football et la lourde défaite du Standard hier soir face à Ostende. Rien n'est joué dans ces Play-off 2, mais c'est pour le moins un mauvais départ. Quant à Serein qui jouait un match de barrage contre Waasland Beveren hier soir pour remonter en Division 1, eh bien tout reste ouvert puisque le match s'est conclu sur un score nul. Vincent Langendries, Yvan de Canard et Pierre-Alexandre Bruges. On n'a pas répondu présent, donc il ne faut pas chercher grand-chose, il ne faut pas chercher des excuses. C'est pas digne de match d'un club comme le Standard. Mbailey, lucide à l'interview. Erreur défensive, marquage approximatif, manque de combativité. Un début de prestation catastrophique du Standard qui, après 44 minutes seulement, comptait déjà 3 buts de retard au tableau d'affichage. Les Liégeois ont pourtant réagi par 2 fois avant la pause pour revenir à 3-2 grâce à Mouleka et Carcela. Mais suite à l'explosion de Mehdi Carcela en début de seconde période, la situation allait encore un peu plus se compliquer pour le Standard. À 10 contre 11 et avec la réussite du côté ostendais, Arnaud Bodard et sa défense allaient encaisser 3 buts supplémentaires dans cette première rencontre des Europe Playoffs. Score final 6-2. Au classement, le Standard compte 5 points de retard sur Ostende avec seulement 5 matchs encore à disputer. Mathématiquement, tout est encore faisable, mais après la défaite en coupe face à Genk dimanche dernier et le revers d'hier soir, Mbailey va devoir trouver le moyen de remettre son équipe sur les bons rails. Serein disputait la manche allée de son barrage face à Waasland Beveren hier soir. Le vainqueur de cette double confrontation évoluera en Pro League la saison prochaine. Tout allait être histoire de pénalty dans cette rencontre et c'est le 17e de la phase classique de D1A qui a ouvert le score via Michael Frey. Dans les arrêts de jeu, Georges Mikotadze, le buteur métallo, a rétabli l'égalité à 1 partout. De quoi laisser place au suspense pour le match retour prévu samedi prochain. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Daniela Prépéluc, suivie de Jardin et Loisirs. Bel après-midi à vous et à ce soir, 19h30.